Bienvenue à tous, bienvenue à Bibliothèque Médicis. Qui a dit « Il n'y a point de meilleur remède à certains désordres que de les laisser passer, car à la fin, ils s'arrêtent d'eux-mêmes » Qui a dit « Quand on ne peut pas se servir de la peau et de la force du lion, mieux vaut se couvrir de la ruse et de la peau du renard » Il s'appelle Balthazar Gracian. Il n'est pas là, c'est un jésuite du XVIIe siècle. Et vous venez de publier 234 pages exceptionnelles, Marc Fumaroli, sur ce jésuite espagnol du XVIIe siècle, qui inspire les moralistes français, des contemporains, et entre-temps des philosophes, que ce soit Schopenhauer, Jankélévitch, jusqu'à Philippe Solers, qui en parle volontiers, et Gide. C'est dans la collection Folio. Il écrit L'homme de cour. En quoi ce Gracian est-il actuel? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui offre à l'homme moderne, parce qu'au fond, le XVIIe est le premier siècle moderne, les moyens de vivre dignement dans un monde de plus en plus complexe, difficile et pervers. Alors, c'est très contradictoire, parce que d'un côté, il n'hésite pas à conseiller de rendre coup pour coup, de répondre au poison par d'autres poisons, mais en même temps, il donne les moyens de ne pas se déshonorer, de ne pas se corrompre, de ne pas être dévoré. Quitte à jouer de la dissimulation. Ah oui, jouer de la dissimulation. Mais la dissimulation n'est pas le mensonge. C'est simplement une sorte de stratégie pour duper l'ennemi qui, lui, emploie le mensonge. Et alors, à qui donne-t-il ses conseils, Balthazar Gracian? Est-ce que c'est aux hommes de pouvoir ou à chacun de nous? Non, pas du tout aux hommes de pouvoir. Justement, l'homme de cour est un titre trompeur qui a été donné par le traducteur français. De là où c'est. Le texte espagnol porte l'art de prudence. C'est tout autre chose. Et l'art de prudence, ça s'adresse en fait à des personnes privées qui, au fond, ne sont pas des ambitieux, ne sont pas des gens qui cherchent à arriver, qui ne cherchent pas le pouvoir pour le pouvoir, qui cherchent plutôt à être dignes du bonheur plutôt que d'être heureux. C'est une expression que j'ai trouvée chez un grand seigneur polonais du XVIIIe siècle et qui certainement est une espèce de déduction de Gracian. Alors, Balthazar Gracian recommande d'avoir, je cite, la bouche toujours pleine de miel ou pleine de sucre pour que les paroles soient comme du miel, car même les ennemis y prennent goût. Ça, c'est un bon secret pour être aimé, sans doute. Exactement, oui, ouais. C'est de la bonne rhétorique. Voilà, et vous êtes un maître en rhétorique. Pour Jacqueline de Romilly, vous avez des mots de tendresse et de miel. Cette immense helléniste qui fut toujours une pionnière et une première aussi, au lycée, à l'école normale, au Collège de France, à l'Académie, elle était votre amie. Une grande amie, et surtout, elle était mon professeur pendant un certain temps. Votre Ce qui professeur. fait que je la connaissais à la fois comme professeur et puis comme ami intime quand j'ai vieilli et que j'ai pu me trouver, comment dirais-je, d'égal à égal, si j'ose dire, avec elle. Prof de latin et de grec, surtout. Aussi bien au Collège de France qu'à l'Académie française. Et alors, les éditions de Fallois publient le livre posthume que vous défendez pour elle, ici, et vous l'avez fait de manière magnifique aussi sur l'hebdomadaire Le Point, Jeanne, qui était sa mère. Oui. Elle voulait que ce soit publié après sa mort. Mais elle en avait tiré une première édition, très peu d'exemplaires, qu'elle avait donnée à ses amis. J'en avais une édition, donc je connaissais ce livre dès les années 74-77. Je me souviens plus très bien quelle est l'année où elle me l'a donné. Et j'avais eu l'impression qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. C'était un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre d'une telle naturelle, d'une telle simplicité, d'une telle qualité d'émotion, qu'aucun de ses autres livres, même les plus beaux, celui qu'elle a écrit par exemple sur la douceur dans la philosophie, dans la littérature grecque, ne pouvait dépasser cela, parce que c'est à la fois extraordinairement humble, elle n'apparaît jamais en principe, c'était vraiment, elle se donne entièrement au portrait qui veut éterniser cette femme qu'elle a adorée, sa mère, mais en même temps, évidemment, on sent que l'autre versant de l'érudite, de la savante, une femme de grand cœur et de grande intelligence humaine. Un peu austère pour ceux qui ne la connaissaient pas et qui la voyaient comme... Elle n'a jamais fait figure d'austère. Quand elle enseignait à la Sorbonne, les étudiants l'appelaient la panthère. C'est bizarre, parce qu'elle avait une démarche tellement allante et elle aimait séduire.
Elle aimait énormément séduire. Et d'ailleurs, elle laisse très bien on le entendre sent. que sa mère elle-même était une grande séductrice. Et pourquoi a-t-elle si longtemps caché Jeanne? Mais parce que pour elle, c'était le sommet de la vie privée, c'était le sommet de l'intimité, c'était le secret de son existence. Et ce secret, elle ne voulait pas être témoin de sa vulgarisation, si j'ose dire. Élisabeth de Fontenay, merci d'être là. Vous publiez au Seuil Acte de naissance, acte avec le pluriel. Vous avez enseigné la philosophie pendant 40 ans et dans le livre, à un moment, vous dites que quelquefois vous avez été tenté de renoncer à dire que vous êtes philosophe. Oui, c'est toute une histoire parce que j'ai eu un très grand plaisir à être philosophe et un très grand plaisir à enseigner la philosophie. Mais en réfléchissant plus avant sur les questions qui me tourmentaient et qui sont des questions d'abord d'ordre généalogique et ensuite d'ordre historique, je me suis dit que la philosophie, enfin du moins l'université française, n'avait pas bien fait face à ces événements de la guerre de 40, de ce qu'on appelle la Shoah, et qu'il était difficile d'en parler dans un cours de philosophie à la Sorbonne, à Paris 1. Et il était difficile aussi de ne pas en parler. Et quand j'ai eu fini d'enseigner, quand j'ai pris ma retraite, je me suis un petit peu éloignée de la philosophie puisque je n'avais plus cette obligation de transmettre. Et vous avez pu à ce moment-là vous laisser aller un peu plus et peut-être Oui. là à raconter ce qui était le plus personnel. Voilà. Vous dites, et ça donnera le ton, j'ai l'impression d'être une scène où s'affrontent le christianisme antisémite et le judaïsme persécuté. Je pourrais me raconter que c'est ma famille de Vichy. Vous connaissez cette phrase, hein, elle a marqué, elle a été souvent utilisée. Je peux me raconter que c'est ma famille de Vichy qui a persécuté ma famille juive. Alors, il faut aussitôt corriger ce qui est dit là, en rappelant que mon père d'abord a épousé ma mère, qui était une juive russe, qui s'est fait baptiser pour épouser mon père, mais tout de même, cette origine juive étrangère n'était pas du tout bien portée dans la famille Fontenay. Et puis aussi, mon père a été un grand résistant. Catholique. Catholique, oui, n'allait pas à la messe tous les dimanches, mais catholique. Et quand j'ai dit à Stéphane Bou, qui faisait cet entretien avec moi, cette phrase que l'éditeur a repris en 4e de couverture, j'ai un petit peu pris peur parce que d'abord, reste très liée avec ma famille paternelle. Je les fréquente beaucoup, je les aime beaucoup, et j'ai un petit peu peur qu'ils prennent mal ce qui est dit là, qui est tant d'années après. Qui est parfaitement exact. Oui, mais tant de temps après. Ben oui, parce que ça n'est plus du tout bien vu d'être vichiste. Vous comprenez, ça allait de soi à l'époque. Et c'est mieux vu d'être aujourd'hui juif? Ah oui, c'est très très à la mode. C'est très à la mode. C'est trop à la mode. Mais quand on a été vichysois ou vichiste, oui. On n'aime pas que. Alors voilà, cette phrase que vous avez citée, elle est vraie, elle est terrible, et au fond c'est ma scène intérieure, si vous voulez. Oui. Voilà. Nous allons en parler. Elisabeth de Fontenay. Bibliothèque Médicis se réjouissait de recevoir Jean Clair, que vous connaissez si bien. C'est vous qui l'avez fait entrer à l'Académie. J'ai contribué. Modestement, ses colères sont célèbres, ses anathèmes aussi, contre l'art contemporain. Mais là, il publie un très beau livre, Dialogue avec les morts, chez Gallimard. Et nous avons appris ce matin qu'il ne voulait pas nous rejoindre, mais nous lui souhaitons de se rétablir, comme on dit, rapidement. Et il sera un invité prochain, avec Anne-Marie Moreau, de Bibliothèque Médicis. Bernard Pivot. Jean-Pierre. Quel étrange, justement, moment d'interroger dans Bibliothèque Médicis l'homme aux 749, 750 émissions d'apostrophes, de brouillons de culture en 28 ans. Les écrivains, les journalistes, les éditeurs savent ce qu'ils vous doivent. Vous avez dit, et je m'en souviens, au revoir avec fierté et sans nostalgie. Il n'y a plus de nostalgie, mais les livres vous collent à la peau.
Oui, parce que je suis à l'Académie Goncourt, Marc Marolly est à l'Académie française, je suis à l'Académie Goncourt, donc il faut que je lise beaucoup, juin, juillet, août, tous les romans qui déferlent, et puis je suis chroniqueur littéraire au JDD, donc je dois évidemment les lire. Mais pas avec la même intensité. Non, pas avec la même intensité. À l'époque, c'était fou, je lisais entre 10 et 14 heures par jour, week-end compris, et je raconte dans le livre que j'ai sacrifié un peu ma famille, parce que je suis une vocation tardive, la télévision. J'ai commencé à 38 ans. À 38 ans, vous avez une famille, vous avez une femme Avec et une des enfants. célébrité ou une notoriété qui a grandi. Oui, donc j'ai un peu sacrifié, voilà, donc je fais un peu mon mea culpa aussi. C'est ça, oui, oui. On le sent ici et là. C'est pas qu'on le sent, c'est que c'est écrit noir sur blanc. Oui, oui, oui. oui. mais vous n'étiez pas disponible, complètement mangé par les livres. Oui, absolument. Et plus encore les dictionnaires au début et les mots que les romans. Vous dites bien d'ailleurs que la lecture des romans est venue après et que les mots étaient les premiers. Oui, oui, tout simplement, c'était parce qu'à cause de la guerre. J'étais dans un petit village du Beaujolais, mon père était prisonnier, et il n'y avait chez ma mère que 2 livres. Il y avait les Fables de La Fontaine et une vieille édition du Petit Larousse. On n'avait rien d'autre. Il n'était pas question d'aller acheter des livres à Lyon, vous imaginez. Donc je feuilletais le Petit Larousse tout le temps et j'adorais faire des rallyes de mots à mots. Et puis j'avais un petit carnet à 3 sous où je notais des mots que j'essayais d'ailleurs d'employer dans mes rédactions à l'école communale. Et ça marchait? Non, probablement je devais faire des erreurs tragiques, mais je reprenais des mots de La Fontaine d'ailleurs, comme canaille que je découvrais. Donc j'ai eu le plaisir des mots, le plaisir du dictionnaire avant le plaisir des romans et le plaisir des mots avant le plaisir des littératures. On sent le goût et le parfum des mots, la richesse, la sensualité, un mot que vous aimez beaucoup aussi, des mots, même du mot. Oui, bien sûr, il y a les mots, une sensualité, c'est évident. Attendez, ce sont nos amis les plus proches, on n'arrête pas de s'en servir. Ils sont avec nous, ils sont dans notre bouche, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre sexe, ils sont partout, les mots, partout. Et parfois ils sortent comme ça, il faut aller les chercher, mais il faut les se méfier. retenir. Il faut se méfier quand on écrit du mot qui arrive le premier. Il faut toujours se dire, attention, il y en a peut-être un qui est plus discret, qui est peut-être derrière, là-bas, et c'est peut-être celui-là le plus. Il faut lui donner sa chance. Oui, voilà. Voilà, vous publiez Les mots de ma vie chez Albin Michel. Les mots de ma vie. Est-ce que vous avez toujours su trouver les mots pour exprimer à la fois votre pensée, vos plaisirs, vos exaspérations, pour dire, des mots pour dire? Vous les avez toujours trouvés? En les cherchant, souvent. Moi, je suis là devant 2 écrivains. Moi, j'estime que je ne suis qu'un journaliste qui écrit des livres. Oui. Mais là, vous avez 2 écrivains. Ils savent très bien que le travail qu'on fait pour aligner les mots. Ils viennent comme ça chez vous? Non. Non, vous allez les chercher. Non, puis il me semble que lorsqu'on se sert des mots, et on s'en sert constamment, on pense aussi à ceux à qui on les adresse. Oui, en plus. Et pour moi, au fond, écrire, c'est d'abord écrire pour quelqu'un. Écrire pour quelqu'un et pas n'importe qui. Donc il faut choisir ces mots et les choisir, ça suppose que la langue soit assez riche pour nous proposer plusieurs solutions, plusieurs hypothèses. C'est curieux parce que, comme journaliste, j'ai toujours écrit pour mes rédacteurs en chef, notamment pour le rédacteur en chef du Figaro littéraire. Parce qu'il représentait bien votre public. Oui, parce que j'avais besoin de ses conseils et puis de son approbation. D'ailleurs, j'ai le portrait de Maurice Noël, qui a été le rédacteur en chef du Figaro littéraire, dans mon bureau. J'ai écrit sous son regard. En revanche, quand j'ai écrit des livres, je ne pense simplement au plaisir d'écrire. C'est tout. Moi, j'ai toujours un lecteur idéal. Oui. Je ne le connais pas, mais en même temps, je l'ai imaginé et il vit pour moi comme une sorte d'interlocuteur. Et Elisabeth de Fontenay vous donnait presque l'impression de retenir les mots, comme si vous aviez même la crainte qu'on les lise. Quand je parle, je les trouve très mal. Dans la spontanéité, je les trouve mal. Et bien que ces entretiens aient l'air très spontanés, en fait, ils ont été réécrits. Et quant à ceux qui me surveillent pendant que j'écris, c'est pas une seule personne ou une seule entité, c'est plusieurs personnes à qui je ne veux pas déplaire, dont je veux me démarquer. Enfin, c'est infernal. Les vivants et les morts. Oui, mais enfin avec les vivants. Je fais très très attention et je peux dire que écrire pour moi est un travail infernal de prendre garde à droite et de prendre garde à gauche. Oui, c'est une accommodation. Ouais, mais en même temps, une émancipation aussi. Bien entendu. Est-ce que, Bernard, vous êtes fâché avec certains mots? Ah non, pas du tout. Non, pourquoi être fâché? Il y a des mots. J'aime pas, par exemple, le mot concupiscence, parce que d'abord, c'est pas joli. Alors, concupiscence, vraiment, c'est. Mais c'est vrai qu'il y en a de toutes les couleurs. Il y a des mots longs, des mots longs, des mots courts. Alors, par exemple, moi, quand j'étais enfant, je notais, surtout, je trouvais que les mots les plus importants dans le français, c'était les mots longs. Alors, extraordinairement était pour moi un mot extraordinaire. Nabucodonosor était le plus grand des rois. Kilimanjaro était la plus haute des montagnes. Et alors, il y a une seule chose qui m'épatait, c'était Dieu.
Je disais, attends, je comprends pas. Dieu, il a fait la terre, il a tout fait, etc. Et il a 4 lettres. Pourquoi il est si petit? Pourquoi il est si rabougri, le Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, ça me plongeait dans une réflexion et surtout une consternation, et je n'arrivais pas à comprendre. Mes chers amis, les meilleurs écrivains, ceux du XVIIIe siècle, emploient en général, n'emploient jamais des mots qui ont plus de 4 syllabes. Ouais. Alors donc, ils vont exactement dans le sens inverse. L'inverse, oui, oui. Et Oui, je mais crois que même Jean d'Ormesson s'est amusé un jour à écrire un livre entier avec des mots de moins de 3 syllabes. Ouais. Enfin, pas au-dessus de 3 syllabes. Ouais. Et c'est vrai que ça donne au texte une légèreté, un charme, une sorte de piquant qu'on n'imagine pas. Mais là, Parce que extrêmement, ça alourdit une phrase pour longtemps. Oui, d'accord, mais il est dans le goût des jeunes d'aujourd'hui. Parce que les jeunes, ils raccourcissent tous les mots, ils font des apocopes sans arrêt. Ah oui, mais ça, il ne s'agit pas d'apocopée. Ah oui, donc il s'agit de trouver des mots apocopés par eux-mêmes. Marc Fumaroli, comment faire pour écrire de la philosophie alors? Oui, c'est justement. Mais moi, je reproche aux philosophes, sauf quelques-uns, sauf Platon, qui est un poète, sauf Bergson, qui écrit une langue absolument transparente. Je leur reproche d'être très difficile, d'être abrupt, de se servir de concepts tranchés, tranchants. Et il me semble que c'est peut-être d'ailleurs un des arguments qu'ils utilisent pour intimider le monde, mais aussi, c'est aussi un argument qui leur interdit de plonger vers un public qui pourtant pourrait les attendre. D'où l'apparition de mauvais philosophes qui écrivent ou qui vulgarisent et qui ont un immense succès. Je dirais que l'utilisation des concepts témoigne du tragique de la philosophie. C'est très difficile de penser et d'exprimer le tragique auquel un philosophe doit avoir affaire sans employer des mots qui ne sont pas des mots de la tribune. Est-ce que vous avez conservé quelques mots que vous aurez adressés des auteurs reconnaissants après vos émissions? Des mots, Oui, lettres. des mots. Tel ou tel, un Marc Fumaroli, invité d'apostrophe, là, vous envoie un mot, vous en faites la collection. Pas du tout. Non, ce que j'ai gardé, c'est quelques mots qui m'ont été envoyés quand j'étais dans un restaurant par quelqu'un qui était une table plus loin et qui m'a envoyé un mot en disant merci pour vos émissions. Et voilà mon numéro de téléphone. Non, pas du tout. Non, j'ai gardé plutôt des mots comme ça, Mais, très gentils. cher Bernard Pivot, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question tout qui me travaille depuis longtemps? Oh, mon Dieu! Est-ce que vous y répondez dans votre livre? C'est possible. Donc ma question ne vaut peut-être pas. Mais je me suis toujours demandé si vous n'avez pas eu quelquefois une sorte de remords de conscience d'avoir contribué à lier tellement, pour les modernes, pour les contemporains même, le livre à la figure, à la binette de l'auteur. Ah ben, ça, ce que vous remettez en cause, c'est le principe même de la télévision. Oui, c'est le principe même de la télévision. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous. Il a donné des chances à des auteurs qui sans cela seraient restés toute leur vie inconnus. Vous êtes excusé par l'esprit du temps. Oui, oui. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'en France, c'est vous qui l'avez magnifiquement illustré. À la radio, effectivement, votre voix est liée à ce que vous dites. Et le son de la voix est très étonnant. Il y a des mauvaises voix, il y a des voix magnifiques aussi. Mais je ne sais pas, j'ai la tendance à croire que la voix est innocente, alors pas du tout. que l'image ne l'est pas. Pas du tout. Ceux qui ont fait un peu de radio peuvent le dire. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, l'auteur ou l'œuvre? C'est l'œuvre, d'abord. C'est l'œuvre, et puis avec l'auteur. C'est un lien. Chaque fois que j'invitais un auteur, évidemment, c'était d'abord l'œuvre, le contenu que j'avais lu soigneusement, annoté, avec des questions préparées. C'est incontestable. Vous lisiez les livres dont vous parlez. Et après, évidemment, l'auteur. Il était connu pour ça. C'était les liens de l'auteur avec il n'est pas comme tellement mérite. que je connais aujourd'hui, qui lisent tout juste la 4e de couverture. Oui. Bernard, est-ce que vous avez gardé le cérémonial d'autrefois, dont vous parlez dans le livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai relu, Le métier de lire, des réponses à Pierre Nora chez Folio? Vous dites jamais lire au lit. Jamais lire au lit. Travailler. Ah non, je ne lis jamais au lit. Avec un stylo, un papier. Ah non, pour moi, le lit, on y dort, on y fait l'amour, mais on ne lit pas. D'abord, c'est terrible. Moi, je glisse, la lumière n'est pas assez bonne, j'ai oublié le stylo, il faut se relever, ça n'en finit pas. Non. Moi, j'aime lire sur du dur, assis, devant une table, avec un stylo, je peux noter. Alors, je peux lire aussi dans un avion, dans l'autobus, mais il faut être assis, fait avec le cul bien fait. Et en
composé. plus, il a dit à plusieurs reprises avec un stylo, hein, du papier et un stylo. Ouais. Vous préférez la main au doigt, parce que vous dites l'index surtout a pris le pouvoir. Il règne sur les portables, les iPhones, les iPads, les BlackBerry. On ne se tourne plus, on ne tire plus. Maintenant, on fait ça avec le pouce, ça et ça. On fait que ça. Maintenant, partout, sur tous les codes digitaux, sur toutes on fait ça sur les iPods. Comment on etc. écrit le mot amour, par exemple? Et donc, je dis, la main maintenant est à l'index. Ouais, oui, la c'est main vrai. est à l'index, c'est Ouais. ça. Hein, le mot amour, vous donnez l'exemple. Les lettres sont unies, Ben oui. fusionnées. Oui, mais ça, si c'est je autre tape le mot amour, les lettres ne se touchent plus. Ben oui, non, mais c'est pourquoi je continue d'écrire à la main, parce que si j'écris le mot amour, les lettres sont liées. Si je tape sur mon ordinateur amour, les lettres ne sont jamais liées. Donc il y a moins d'amour sans le mot amour quand Donc il est il sur vaut mieux l'ordinateur. que les lettres flirtent et se caressent. Voilà un argument majeur. Majeur. Un argument Oui. formidable. À propos, est-ce que vous avez toujours dans la poche droite le marron? Voilà. C'est vrai ça alors? Oui. Tout lisse, tout beau, Oui. et vous le changez chaque saison? Oui, je change chaque saison. C'est quoi, c'est un porte-bonheur? Non, ce que je raconte dans le livre, c'est que quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans, j'ai fait des crises de rhumatisme articulaire infectieux et une de mes tantes du Beaujolais m'avait dit, écoute, il faut toujours que tu portes un marron sur toi parce que c'est de la médecine campagnarde et c'est très bon. Alors, du coup, je l'ai gardé, après les rhumatismes sont partis, et du coup, j'ai gardé comme un talisman. Et quand, on en revient à la conversation que nous avons eue avant l'émission, quand je sens une nervosité monter en moi, je presse mon marron dans ma poche droite, je le lisse, ce qui m'empêche de me mettre en colère. Et donc, alors, je trouve que c'est une bonne manière de rester soi-même. Je ne savais pas qu'il avait son marron, mais il l'a lu, il l'a écrit. non, mais j'ai Je me suis lu, dit, tiens, on va voir. C'est une vieille technique méditerranéenne. Oui. Il y a ces petites boules que Oui, l'on oui, oui, tourne oui, oui, constamment pour se calmer. C'est Oui. une On sorte les sort, de parce que moi, méthode zen Parce que moi, personne ne le voit. méditerranéenne. Personne Je- ne le voit. je- Oui, là, vous avez Quelle la impression- discrétion de Ouais. ne pas montrer. Voilà. Quelle impression vous avez d'être dans une bibliothèque comme celle du Sénat, ou l'annexe, ou la bibliothèque elle-même? Parce que je me rappelle ce que vous avez écrit, qui était très très beau, que vous avez dit quelquefois, sur la place des livres dans une bibliothèque. L'ordre alphabétique qui crée quelquefois des voisinages de mauvais aloi et des livres qui, la nuit, surtout, s'engueulent, se moi, disputent. Moi, j'ai connu des bagarres chez moi entre Duras et Dutour, les livres étaient l'un à côté de l'autre, et alors ils se détestaient à la fois littéralement et politiquement, et chaque matin je trouvais un livre ou au Bombeur, ou bien le barrage contre le Pacifique Déchiré. Déchiré, enfin, ils ne pouvaient pas se supporter. Mais en revanche, il y a aussi des auteurs qui s'aiment beaucoup. Par exemple, Henry Miller et Catherine Millet. Ça va, Vous ouais. voyez les livres, vous voyez le genre d'auteur. Eh bien, là, au contraire, les livres sont liés dans une sorte d'orgasme Alors, c'est éternel. un hasard objectif. Euh, Moi, j'ai jamais classé mes livres par ordre alphabétique. C'est l'ordre le plus C'est sans ordre. C'est le Le plus bordel, grand désordre si on peut se possible. permettre avec Ouais. un académicien. Parce qu'il y a quand même des Un thèmes. bordel ordonné. Et d'ailleurs, la grande supériorité des bibliothèques universitaires américaines, c'est que les livres sont classés par thème. Ce qui fait que vous arrivez et vous tombez sur des livres dont vous n'aviez jamais songé qu'ils existaient. Or, c'est exactement les livres dont vous aviez besoin parce qu'ils tournent autour du thème autour duquel vous... Parfois, il y a des livres aussi qui ont plusieurs thèmes. Oui. Alors, comment- Je sais bien, mais parfois ils les mettent à plusieurs Ah oui, exemplaires. ça, c'est bien. Non, c'est admirablement fait. Est-ce que vous avez aimé la définition que donnait de vous Pierre Nora, Bernard Pivot, interprète de la curiosité publique? Oui, c'était mon métier, comme vous l'êtes, vous aussi. Nous c'est sommes flatteur, les journalistes, c'est les journalistes dignes de cette Mais de profession votre propre sont curiosité, sont ou de des la interprètes curiosité publique. la curiosité C'est un hommage publique, au oui. public qui n'a peut-être pas Oui. forcément cette curiosité. C'est très mais vous joli, l'avez. c'est très joliment dit. Nora Mais- a trouvé une très jolie formule, mais c'est vrai. Mais quelquefois, vous préférez le gratteur de tête. Ce serait trop long à raconter, mais c'est gratuit. Non, au train fantôme, à la Vogue à Lyon, il y a un type derrière qui grimpait derrière le chariot et qui vous grattait la tête pour vous faire peur en hurlant. Et comme dans mon enfance, j'adorais le train fantôme, un jour, un journaliste qui m'a demandé quelle est votre profession. D'habitude, je réponds je suis journaliste comme vous. Et là, je lui ai répondu gratteur de tête. Alors, et je lui ai expliqué gratteur de tête, non pas pour effrayer les jolies personnes qui se trouvaient dans le chariot du train fantôme, mais au contraire pour activer la circulation du sang, activer les neurones pour que les gens aient envie de lire et de se cultiver. Ouais, c'est bien, c'est renforcé aussi par la citation de Kundera dans Le métier de lire, que j'ai beaucoup aimé. Le pouvoir du journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question,
mais sur le devoir ou le droit d'exiger une réponse. C'est toute la différence entre une dictature, un pouvoir fort, la liberté. Est-ce que vous pensez que vous avez eu beaucoup de chance ou que vous avez réussi à assouvir une ambition? Non, j'ai jamais eu d'ambition. J'ai eu une chance extraordinaire qui m'a toujours accompagné. La preuve, je suis encore là ce soir, donc je continue. Quoi. Non, j'ai eu une chance. Alors à qui vous dites merci? Merci. C'est un mot en 5 lettres, c'est pas merde, mais c'est merci. Alors? Non, c'est les 5 mots en 5 qui expriment du sentiment. Il y a cœur, il y a amour, il y a aimer, bonté, pitié, etc. Il y en a plein de mots en 5 lettres. Alors on dit merci pour un oui et même pour un non. Non, merci. On exprime sa gratitude à propos de tout et de rien. Merci pour tout. Ce n'était rien. Merci. Il y a les pingres. Je veux simplement vous dire merci. Et les généreux. Merci 1000 fois. Encore plus munificent. Merci, 1000 fois merci. La reconnaissance peut être étriquée, un petit merci, ou ample, un grand merci. Dans notre société en proie à la surenchère, un modeste merci ne suffit plus. Il faut lui donner du volume, il faut l'accompagner d'un autre mot qui doit procurer à celui à qui va le remerciement le sentiment que la personne obligée est vraiment très obligée. C'est pourquoi l'on dit merci bien, merci, merci, merci à vous, merci beaucoup. Aucun animateur de radio et de télévision ne prend congé de ses interlocuteurs sans les remercier beaucoup. Et parfois même beaucoup. Le merci beaucoup est devenu si banal qu'il va falloir trouver un renchérissement dans les mots avec lesquels le service ou le compliment sera payé. On attend les propositions. Dieu merci, il y en aura. Merci d'avance. Marc Fumaroli, vous parlerez tout à l'heure de Jeanne, de Jacqueline de Romilly et de Balthazar Gracian. Je voudrais qu'on écoute une femme exemplaire, une femme d'honneur qui se cache, mais qui là se libère un peu ou s'exprime, Élisabeth de Fontenay. Les mots, ils vous permettent de reconstruire un itinéraire et une appartenance que vous avez souvent cachée. Ah, je n'ai rien caché. Je l'ai déclaré dès l'âge de 18 ans. Mais elle m'a été quelque peu cachée. Et surtout, ce qui m'a été caché, c'est la disparition à Auschwitz de ma famille maternelle. Pas ma mère, bien entendu. Mais ma mère ne m'en a pas parlé, j'étais trop enfant à l'époque, et puis ensuite le secret a fait boule de neige. Donc je n'ai absolument jamais caché cette origine juive, je m'en suis toujours plutôt vantée, et elle s'est accentuée beaucoup, évidemment. Donc, le choc, la découverte, c'était un choc, Auschwitz. Oui, c'était un petit choc, mais en même temps, je le savais depuis un certain temps. Quand j'étais en classe à Sainte-Marie, collège Sainte-Marie, j'ai lu, je crois en seconde, la prière d'Esther de Racine. Et je l'ai immédiatement su par cœur. Je ne le ferai pas, je vous épargnerai ça, mais je pourrais vous la réciter encore. Ce qui montrait bien que déjà, à l'âge de 14 ans, j'étais assez consciente de cette origine. Et puis c'est aussi la seule prière que j'ai jamais su réciter, parce que par ailleurs, je ne sais pas prier. Donc je n'ai pas du tout caché la chose, seulement elle s'est accentuée, elle s'est aggravée. Elle est devenue plus profonde et plus décisive, surtout en 67, au moment de la guerre des 6 jours, où j'ai cru, comme tellement de gens, comme tellement de juifs, qu'Israël allait disparaître. Et là, j'ai compris que non seulement j'avais cette origine juive, mais que j'étais très pro-israélienne. Voilà. J'ai eu une jeunesse, écrivez-vous, avant de devenir juive, où presque personne ne parlait de ces choses. Et pourquoi ces choses? Ces choses, c'est secret. C'est une façon, c'est une litote, c'est une façon de parler délicate. Donc la mère est juive, elle est née à Odessa. Oui, baptisée par son mariage avec mon père et allant à la messe très régulièrement. Et elle ne parlait jamais de ses origines? Non. Jamais de son destin? Elle parlait de sa famille. Nous fréquentions ma famille maternelle. C'est bien le drame pour moi, c'est que j'ai connu ma grand-mère, ma tante, mon oncle et nos cousins germains qui sont morts à Auschwitz. Donc, elle n'en parlait pas, mais ils étaient nous les présents. connaissions, ils étaient présents dans notre vie. Ce qui paraît incroyable, c'est que la future philosophe Élisabeth de Fontenay, en quête de vérité, n'osait jamais, si j'ai bien compris, interroger sa propre mère sur ses origines. Non. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que c'était quelque chose d'infiniment douloureux pour elle. Et j'avais l'impression que si je l'interrogeais précisément, je la tuerais. Et je raconte dans ces entretiens avec Stéphane Bou qu'un jour, une de mes amies très chères lui a dit « Madame, vous savez, vous devriez parler un petit peu, Élisabeth, de ces choses que vous savez et qui la tourmentent profondément. » Alors ma mère lui dit « Bon, d'accord, j'en parlerai un petit peu avec vous, si vous voulez. » Et le rendez-vous a été pris pour le lendemain. Et le lendemain, 1 heure avant le rendez-vous, je monte chez ma mère et je la trouve en train de mourir.
Voilà, c'est une histoire. Je suis très matérialiste, je n'aime pas penser en termes de destin, mais là, je ne peux pas ne pas comprendre que si j'avais parlé, j'aurais été l'auteur, si je lui avais posé des questions, j'aurais été l'auteur de sa mort. Mais vous en parliez avec votre père? Non. Donc vous avez dit qu'il était lui-même catholique, résistant, un grand Oui, combattant, etc., mais vous n'en parlez pas. À partir du moment où je ne me sentais pas le Mais courage... comment on peut vivre en sachant cela et dans le secret et le silence? C'est le contraire de la vie d'aujourd'hui. On raconte tout, mais alors à n'importe qui et n'importe comment. Les familles, je crois que beaucoup de familles ont vécu ce genre de choses. Beaucoup de familles juives, beaucoup de familles de mariage mixte, beaucoup de familles de toutes sortes. Le secret de famille, c'est ça. Alors il y a les secrets de famille honteux. C'était pas du tout un secret de famille honteux, c'était un secret de famille terrible. Mais toutes les familles, je crois que ce que je raconte est d'une généralité extrême. Toutes les familles, ou presque toutes les familles, connaissent ces non-dits qui font du mal, mais qui peut-être font plus de bien que de mal, je ne sais pas. Et qu'on garde en soi toute une vie. Mais les générations suivantes, ça éclate. Ça ne peut pas manquer d'éclater à la seconde ou à la troisième génération. Mais ça vous a rendu prompt à défendre toutes les grandes causes qui luttent contre la xénophobie, l'antisémitisme. Oui, ça m'a ancré à gauche. Oui. Quand la gauche dénonce. Quand la gauche dénonce ce dont vous parlez. Ce dont je parle de quoi, madame? C'est comme s'il y avait une sorte encore de blocage et que vous ne pouvez pas le dire. Non, quand la gauche, comment vous dire? Je marque bien dans ce livre que je m'inscris à gauche, que je vote à gauche, que j'ai été formé à une gauche presque communiste au début de mon enseignement, en découvrant combien les conseils d'orientation des élèves étaient une sorte de réplique à l'école de la société, donc de la lutte des classes. Voilà, je m'inscris à gauche, mais je défends les valeurs de gauche antiracistes, mais quand la gauche, la droite fait la même chose, mais quand la gauche institue une destruction de l'école, comme ça a été le cas, je ne me sens plus vraiment de gauche et je considère que la cause de l'école est une grande cause démocratique et républicaine qui est aussi importante que la lutte antiraciste. C'était la cause de Jacqueline de Robigny. Oui. Il y a beaucoup de points communs et parfois inversés. Il y a un point juif commun. Ce sont des aveux douloureux. Quel aveu? De dire comment était et d'où venait votre père, qui était votre mère, qui avait ce silence. Oui. Et si par exemple aujourd'hui votre mère vivait encore, vous pensez que vous lui poseriez des questions? Non, je ne pense pas. Et bien sûr, je n'aurais pas écrit, je n'aurais pas fait ces entretiens avec Stéphane Bou. Il faut bien dire, c'est épouvantable à dire, il faut bien dire que la libération des parents fait sauter un verrou. Ça, c'est sûr. Vous allez loin dans l'aveu sur autre chose. Vous avez mis du temps à lire Solzhenitsyn, dites-vous, ouais, et à vous intéresser au goulag. Parce que vous associez Staline au siège de Leningrad, à la résistance, à la victoire de Stalingrad. Ouais. C'est mon père qui m'a élevé comme ça. À la libération d'Auschwitz, c'est-à-dire que Staline a été longtemps intouchable. Ouais. Et un jour, vous vous êtes dit, le totalitarisme, le stalinisme, le nazisme, Staline, Hitler. Quand avez-vous ouvert les yeux? Je dois vous dire que j'ai vraiment ouvert les yeux quand j'ai lu ce livre admirable de Vassili Grossman, Vie et destin, qui est le guerre épais de notre temps. Et voir ce parallèle établi par Vassili Grossman entre les exactions du nazisme et celles du stalinisme m'a ouvert les yeux. Mais je dois vous dire aussi qu'un volume relativement récent de Solzhenitsyn sur le rôle des Juifs de 1917 à la fin du communisme est un livre abominablement antisémite. Donc Solzhenitsyn, ça reste pour moi à prendre avec des pincettes. Ah, c'est quelqu'un qui a très bien connu Bernard Pivot, puisqu'il était, je crois, un des seuls au monde à avoir interrogé, être allé chez lui 4 fois, avoir discuté, avoir la confiance de la famille. Et est-ce que cet antisémitisme perçait sous le grand héros Solzhenitsyn? Non, c'est-à-dire qu'il avait... il était assez réactionnaire, il faut bien dire qu'il était réactionnaire, il vivait dans l'ancienne Russie, mais c'est surtout vers la fin de sa vie qu'il a eu des paroles, à mon avis, malheureuses,
mais ça ne peut pas occulter l'essentiel de son œuvre, qui est quand même une œuvre absolument extraordinaire, prodigieuse. Et qui a ébranlé tout qui a ébranlé l'un de ceux, avec le pape, avec Valéza, qui ont fichu en l'air le régime communiste. Vous dites ma philosophie dans une phrase de Hillel, rabbin contemporain de l'empereur Auguste. Vous pouvez le dire peut-être, vous la connaissez? Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Voilà, j'ai toujours eu envie de donner ça comme sujet de dissertation à mes étudiants à la Sorbonne. Il valait mieux que ce soit vous qui le C'est absolument génial parce que si je ne suis pas moi, si je ne lutte pas pour moi-même, en vertu de ce désir de persévérer dans son être, je n'existe pas. Mais si je ne lutte que pour moi, je suis vide, je suis rien. Je ne suis rien que ce qui me fait, je ne suis rien que ce qui est fait à partir des autres. Et quand, sinon maintenant, ça c'est une chose que j'ai entendu dire par Jean Kelevitch et qu'il a écrite à plusieurs reprises, c'est-à-dire que l'injonction morale, elle n'est pas pour demain. Il n'y a pas de procrastination possible avec l'injonction morale, c'est tout de suite ici. Voilà. Kelevitch qui a beaucoup parlé ou écrit sur Balthazar Gracian. Oui, il a été un de ceux qui ont été un des chaînons, en quelque sorte, qui ont maintenu l'intérêt du public. Alors, Marc Fumal le relit. Jeanne fut le grand amour de Jacqueline de Romilly, sa fille. Ça, on le sent, on le voit dans ce livre magnifique. C'est la passion entre une mère et une fille, comme un jeu de miroir. Et dans le très bel article dont je parlais tout à l'heure dans Le Point, vous expliquez que les deux visages s'éclairent l'un par l'autre et vivent l'un pour l'autre. C'est exact. Je crois que c'est l'essentiel du livre est là. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu entre ces deux femmes, je dirais, un gouffre dans une certaine mesure. Mais les miroirs sont séparés de toute façon. Il est certain que sa mère n'était pas une intellectuelle du tout. C'était une femme extrêmement douée. Elle était très douée, elle avait une grande imagination. Elle ne devait pas avoir d'abord plus que le baccalauréat, mais un très bon baccalauréat d'avant la guerre de 14. Et d'autre part, il faut reconnaître aussi que si sa mère a été vraiment fidèle au mari, à son premier mari, qu'elle a eu le courage d'épouser en 1909, alors qu'on sortait de l'affaire Dreyfus et que lui-même s'appelait David. Mais c'était un très jeune normalien, très brillant, l'ami de Brunswick, l'ami de Durkheim, l'ami de Bergson, qui a publié d'ailleurs 2 ou 3 livres avant d'aller mourir sur le front en 1914. Et au fond, c'est vrai que sa mère est restée fidèle à cet homme pendant une bonne partie de sa vie, et qu'en 1940, elle s'est sentie tenue de se solidariser avec sa fille et son gendre, qui était aussi juif converti au catholicisme, enfin juif, et donc victime des lois de Vichy. Et donc elle a rompu avec la vie parisienne qu'elle aurait pu mener. Elle était la grande amie de Charles Munch, qui lui a joué pendant toute la période de l'occupation à Paris et en France. Mais elle ne l'a plus vue. Et elle est restée fidèle à sa fille, qui était plus ou moins persécutée, qui aurait pu d'ailleurs être emmenée dans un camp, mais elle s'est arrangée toujours pour la cacher, pour la protéger. Et évidemment, c'est une dette formidable. C'est un très beau livre. En même temps, très beau livre. Et Jacqueline écrit sur sa mère avec une émotion retenue, on voit avec une élégante pudeur, mais elle ne dit jamais ma mère. Oui, c'est vrai. Elle dit Jeanne. Jeanne, oui. Oui, il s'est établi entre elles une relation qui est extrêmement riche, qui ont même une sororale à certains égards. On dirait 2 sœurs qui se ressemblent, qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, qui n'ont pas le même type de culture. Mais Jacqueline était complètement différente selon qu'on la voyait comme savante, et là, elle dialoguait avec les meilleurs hellénistes de la Terre, mais quand elle était dans la vie privée, c'était la femme la plus charmante, la plus simple, la plus, dans une certaine mesure, j'allais dire, la plus naïve. C'est une savante naïve que j'ai connue, et c'est cette naïveté exquise, d'une grande fraîcheur, qui donne à ce... Vous connaissiez la mère aussi? Non, je ne la connaissais pas. Et vous alliez dans l'appartement de Jacqueline qui avait Oui, mais avec sa mère. elle vivait dans un autre appartement, et Jacqueline n'aimait pas montrer sa mère à la fin, lorsqu'elle avait vieilli et qu'elle était... Il y a un grand écrivain aujourd'hui qui se comporte un peu comme ça, je pense. Ah oui. Je ne sais pas si on peut donner ça. Non.
Hélène Sixou, Ah, c'est possible. qui adore sa mère et qui l'admire beaucoup, et une mère qui est centenaire, qui est une femme de caractère et de courage. Mais cette mère, Jeanne, qui avait à peine le bac, et vous l'avez dit en souriant, elle a quand même eu le flair en 1933, à la veille de vacances, de dire à sa fille, tu devrais en vacances lire un peu de grec. Et elle lui a offert un livre et un auteur qui vont devenir la vocation, la passion, l'obsession de toute sa vie, Thucydide. Et Jacqueline de Romilly l'a confié elle-même à Bibliothèque Médicis il y a 3-4 ans. Anne-Marie Moreau. En effet, ça a décidé de toute ma vie. Elle l'avait acheté quand je venais d'entrer à l'école normale pour que je m'entraîne à faire un peu de grec pendant l'été, et parce que c'était un beau volume, enfin plusieurs volumes, bien reliés en parchemin. Et j'ai lu ça en vacances et j'ai été ébloui par la beauté, la densité, la force, et je me suis dit, oh, ben, je consacrerai peut-être même un an, et j'y suis encore. Il faut se rendre compte que le 5e siècle athénien, Athènes vient de triompher dans les guerres médiques, qu'elle se sent fière, heureuse. Elle vient d'instituer chez elle la démocratie, qui est un régime nouveau, qui lui paraît quelque chose de superbe. Et que dans ce siècle, tous les écrivains, aussi bien mes chers historiens, Hérodote qui vient à Athènes et Thucydide, les tragiques, Échille, Sophocle, Euripide, les comiques bientôt avec Aristophane, et puis Platon, et puis Socrate qui étaient là dans la ville en même temps, et puis le découverte de la rhétorique, l'enseignement des sophistes. Il y a eu une atmosphère intellectuelle de découverte et de fierté qui, à mon avis, n'a d'équivalent nulle part. Alors quand on entre dans ce siècle par un auteur, on voit qu'ils discutent ensemble, qu'ils élaborent ensemble une idée de l'homme, et on ne peut plus s'en arracher. Ils nous disent qu'il faut regarder un peu plus haut et chercher ce qu'est une cité, ce qu'est le dévouement pour une cité, ce que cherche un homme, ce qui est bien, quelles sont les choses à comprendre, et les dangers aussi, les dangers de la démagogie. Ils nous disent ça sous forme très générale, et moi ça me paraît encore assez utile, je regrette. Quelle leçon, quel caractère, quelle hauteur de vue chez cette femme, quelle dignité, et combien d'étudiants et de philosophes allaient découvrir Thucydide grâce à Jacqueline de Romilly. On peut le demander à notre amie Monique Cantos-Pervers. C'était à l'occasion d'un dialogue de Jacqueline de Romilly avec Christiane Desroches-Noblecourt. Elle parle de cette mère, Jeanne, femme entière, sincère. Il y a de très nombreuses citations qui peuvent être avancées. Et en revanche, quand elle parle de la vieillesse de sa mère et de la mort de sa mère, elle est extrêmement à la fois digne et discrète. Mais elle est discrète depuis le début. Je veux dire, il est bien certain que, par exemple, cette liaison de sa mère avec Charles Munch, elle n'en parle pratiquement pas. Elle a l'élégance de dire oui, nous l'appelions entre nous le brigand. Et de temps en temps, il venait frapper à la porte pour retrouver Jeanne. Mais elle n'insiste pas du tout sur cet aspect. De même qu'elle n'insiste pas sur le sacrifice qu'a fait sa mère de rompre pratiquement avec ce grand ami qui avait renouvelé quand même son existence pour se consacrer au couple de son gendre et de sa fille. Je ne peux pas parler de la mort de Jeanne, c'est une affaire entre elle et moi, oui. La pudeur et la discrétion jusqu'au bout, et je comprends comment vous, qui l'avez tellement apprécié, quand vous en parlez, vous gardez cette sincérité et cette émotion. D'autant que quand j'allais souvent la voir, et chez elle, il y avait 2 portraits, il y avait une photographie de sa mère, très jeune, et puis il y avait un buste qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais enfin qui était dans le style art déco, en plâtre, légèrement doré, et qui était le visage de sa mère en 1937. Donc elle avait deux figures de sa mère qui ne la quittaient pas. Quand elle est morte, elle s'est appelée, ou sur sa tombe, y a-t-il Jacqueline de Romilly, ou le nom de son mari, le juif? C'est là qu'on voit à quel point, tout de même, ce problème que vous avez évoqué, la tourmentait en secret, parce qu'elle n'en parlait jamais. Quand elle a eu perdu ses papiers, à un moment donné, elle venait de divorcer, et on lui a dit, il faut que vous vous appeliez Jacqueline David.
Alors, elle s'était connue partout comme Jacqueline de Romilly. Elle a réussi quand même à maintenir la capacité de porter ce nom, qui était son nom d'épouse. Mais quand il s'est agi de ses obsèques, elle a demandé que sur sa tombe, il n'y ait qu'un mot, Jacqueline David. Donc la fidélité à son père, que sa mère quand même, en dehors du fait qu'il fallait bien qu'elle vive naturellement, mais malgré tout en 40, elle a montré sa fidélité morale à cet homme qu'elle avait admiré, qui était le héros de sa jeunesse. Eh bien, Jacqueline s'est montrée fidèle à la fidélité de sa mère, au dernier moment. Je vais vous montrer un mot. Tu n'as pas envie d'en parler? Non, vieillir, non. Non. Hein. Vieillir, c'est chiant. Oui, c'est chiant. J'aurais pu dire vieillir, c'est désolant, insupportable, douloureux, horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré chiant, parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé, on sait encore moins quand ça finira. Bon, on ne parle pas de ça, mais il y en a un ou deux encore. Vous êtes un moraliste un peu démodé. Un peu, oui, mais la vieillesse aujourd'hui passe pour un des hauts lieux de la créativité, de la vitalité, oui. Et on la prolonge considérablement. Oui, on nous promet même 120 ans d'ici peu. Mais vos livres et le mien le prouvent. Oui, justement. Et c'est pour ça que je suis un peu étonné que vous reveniez à ce lieu commun que les philosophes, justement, les moralistes en tout cas, ont un peu épuisé. Après, je prends il faut que je vous lise. Ah non, mais alors, je vais vous dire en quelques citations plutôt drôles. Mais je voudrais avant dire à Madame Elisabeth de Fontenay, vous avez écrit un grand livre sur les animaux. Oui. Le silence des bêtes, c'était en 1998. Il a fait de vous le grand défenseur des animaux. Pourquoi vous êtes intéressé à la souffrance des animaux avec des comparaisons qui ont été assez inouïes sur les camps de concentration, les camps d'extermination? Les comparaisons ne sont pas de moi, elles sont de tous les grands écrivains et philosophes juifs d'après 1945. Isaac Bashevis Singer, Elias Canetti, Théodore Adorno, et je pourrais en citer 4 ou 5 autres. Donc la comparaison n'est pas de moi, je ne l'assume pas du tout. Je suis trop jeune, et n'ayant pas été déporté moi-même, je ne peux pas assumer une comparaison comme celle-là. Mais quand je la lis, elle m'intéresse. Je ne me suis pas intéressé seulement à la souffrance des animaux. Ce qui m'a intéressé, c'est de relire l'histoire de la philosophie, l'histoire de la tradition philosophique, à partir de l'animal, à partir du thème de l'animal. Et je me suis aperçu que tous les philosophes, tous sans exception, parlaient des animaux, mais que ce thème fonctionnait toujours de façon récessive dans leurs œuvres. Et il s'agissait presque toujours, sauf peut-être chez les empiristes, chez Hume par exemple, il s'agissait presque toujours de se servir de l'animal pour vanter le propre de l'homme. Et qui maltraite l'animal ne comprend pas l'homme, il maltraite l'homme. La maltraitance, elle est d'abord d'ordre intellectuel. Il y a une exception, c'est Montaigne. Bien entendu. Mais et d'autre part, il y a quelqu'un qui a porté, je dirais, l'attitude envers les animaux jusqu'à la cruauté infernale, c'est Descartes, qui les réduit à l'état d'animomachie. Et là, il y a encore un autre auteur qui a défendu les animaux merveilleusement, c'est La Fontaine. De Montaigne à La Fontaine, vous avez une généalogie magnifique. Cher Marc Fumaroli, je ne parlais pas des écrivains, mais des philosophes. Et Montaigne est un peu intermédiaire. Bat tous les records. Quelle position avez-vous sur l'abattage rituel des animaux, à la fois chez les juifs et chez les musulmans? Vous me posez une question épouvantable. Ben oui, parce qu'elle est actuelle, madame. Elle est actuelle. Parce que, d'abord, il faut distinguer l'abattage juif de l'abattage musulman, puisque l'abattage juif est fait par des hommes qui ont reçu une formation, une longue formation, et on exige que le couteau soit extrêmement effilé, que la blessure soit propre, qu'on ne fourraille pas dans la blessure. Chez les musulmans, n'importe quel père de famille, au moment de l'Aïd, peut immoler son mouton, donc n'importe comment. Mais dans les deux cas, philosophiquement, religieusement, c'est très important, semble-t-il, pour eux, puisqu'il s'agit de faire couler la totalité du sang avant que l'animal ne meure. Et pourquoi ça? Parce que dans la Bible, le sang, c'est l'âme. Et que c'est déjà terrible de manger les animaux, de manger leur chair. Mais on ne va pas en plus manger leur âme. Donc il faut les vider de leur âme. Donc il y a quelque chose de très favorable aux animaux dans ces pratiques au départ. Alors, mais vous ne comprenez pas les deux méthodes. Ça reste un peu paradoxal malgré tout.
Aujourd'hui, je sais qu'il y a des rabbins qui sont pour qu'on étouffe l'animal, pour qu'on étourdisse l'animal avant de l'égorger, afin qu'il ne souffre pas du fait que son sang se vide, ce qui est une souffrance atroce. Chez les imams, chez les musulmans, je ne sais pas. J'essaie d'inviter à mon émission de France Inter sur les animaux, j'essaie d'inviter un imam, j'essaie d'inviter un musulman. Personne ne veut parler de ça, personne ne veut parler de la nourriture halal. Et c'est vrai que c'est un problème épouvantable parce que le racisme anti-juif et anti-musulman peut se déchaîner très facilement, surtout si on étiquette les produits, comme il est question de le faire, avec une inscription animal mort sans étourdissement préalable. Donc on n'achètera pas ces produits et on stigmatisera les populations. Terrible et qui va durer. Dans L'Homme de cour, Balthazar Gracian commande 300 maximes. Hein? On les pris une. Si la présence diminue la réputation, l'absence l'augmente. Qui étant absent passe pour un lion, ne paraît plus qu'une souris étant présent. Les perfections perdent leur éclat si on les regarde de trop près. Ça vous va? Très bien. Pourquoi vous... Ça ne se limite pas d'ailleurs au chef d'État. Pourquoi vous êtes intéressé à Gracian? Je me suis intéressé à Gracian parce que, en fait, il est un de ceux qui ont compris que pour les laïcs, qui ne sont pas des moines contemplatifs, qui n'ont pas rompu avec le monde, qui doivent affronter ce monstre bizarre qu'est le monde, eh bien, on ne peut pas leur demander les mêmes vertus, on ne peut pas leur demander la même innocence, on ne peut pas leur demander la même pureté qu'aux contemplatifs enfermés dans leur cloître et protégés contre toutes les tentations. Donc, au fond, il faut faire la part du mal pour pouvoir échapper à la corruption que le monde tend de tous côtés à vous imposer. Gracian, il faut dire que c'était un des penseurs du siècle d'or espagnol. Il a vécu entre 1601 et 1658 dans la collection Folio. Alors c'est un jésuite, oui, mais en fait c'est un jésuite que ses propres confrères ont condamné parce qu'ils ont jugé justement qu'il allait sur un terrain extrêmement dangereux. Le parti janséniste les attendait à Paris et il ne fallait pas montrer qu'il y avait deux morales. Il y avait la morale pour les clercs et puis une morale pour les laïcs. Est-ce qu'il faut le prendre pour un cynique? Est-ce que son livre, publié, je veux le dire encore, Folio classique avec édition Sylvia Roubaud et précédé d'un essai de M. Marc Fumaroli, est-ce que c'est un manuel pour arrivistes? Ah, sûrement pas. Mais il est bien certain qu'il y a une traduction de ce livre qui a été faite à Wall Street et c'est un des livres que lisent le mieux les grands financiers américains, parce qu'ils y trouvent une sorte de morale de l'énergie et puis de la concentration intérieure dont ils ont besoin pour exercer leur métier. Peut-être Madoff était-il un disciple de Gracian. Non, si ça conduit là. Il a actuellement le temps de le lire. Ah oui, absolument. Peut-être pourrais-je lui envoyer mon volume pour apprendre le français en même temps. Gracian recommande de ne, je cite, 2-3 phrases, parce que 3 maximes, de ne jamais entendre les secrets de ses supérieurs. Ni les entendre, ni les dire. Tu croiras partager des poires, tu partageras des pierres. Plusieurs ont péri d'avoir été des confidents des princes. Oui, ça, c'est évident, ça. C'est évident, mais c'est la tragédie française. Ouais, bien sûr, les confidents dans la tragédie sont les personnages les plus tragiques. Et dans la vie, non? Alors, dans la prospérité, dit-il, on a quantité d'amis, ça aussi on le sait. Il est bon de garder quelque chose pour le mauvais temps, car il y a disette dans tout et dans l'adversité, évidemment. Mais à mon avis, c'est un livre qui est très actuel parce qu'il donne des conseils qui sont en fait de grand bon sens, mais auxquels on ne songe plus aujourd'hui tellement on est devenu intelligent et à quel point on est devenu compliqué. Là, il y a toute la subtilité des pièges de l'existence, mais avec des conseils qui, à mon avis, permettent de les affronter en toute clarté. Et reconnaissez avec un style magnifique. Et le traducteur aussi a fait une traduction absolument sublime. Non. Il dit non. Il m'a dit oui. Il m'a dit non. Il m'a dit oui. Je voudrais que vous lisiez une page magnifique sur la prière. La prière, je voudrais qu'on la dise le moment venu pour moi, tellement elle est belle. C'est le dernier
texte que j'ai écrit de ce livre, c'est un abécédaire. C'est un abécédaire à la fois professionnel, Fidèle au dictionnaire. professionnel. Oui, je reviens toujours au dictionnaire de mon enfance, c'est pour ça. c'est Il ça. parle des femmes, leurs yeux sont une preuve de l'existence du diable, des seins, etc., de la gourmandise, du chocolat, etc. Mais il y a un truc qui est bouleversant, Oui, la c'est le prière. dernier texte que j'ai écrit. Sinon, je vais le lire moi. C'est la prière, c'est-à-dire j'ai écrit le texte de la prière que je pense une de mes deux filles dira le jour où je serai enterré dans le cimetière de Ne quelqu'un. vous enterrez pas vous-même Mais trop non, mais tôt. non, mais je m'enterre pas de là, mais j'ai quand même voulu écrire ce texte, et c'était le dernier, et c'est vrai que j'ai dit à Jean-Pierre, je pourrais le lire, mais non, je peux pas Vous le n'avez lire. pas peur que ça lui porte malheur Mais oui, de lire moi je suis trop ce inquiet. texte? Moi, Je vous Non, protège. alors, je suis superstitieuse. D'accord. Mais je lis quelques lignes. Non, vous Mais êtes il est super- superstitieux, il porte avec Oui, lui je une suis- Ils sont marrons. Je suis petit superstitieux baron. Ça parfois. fait oui. deux superstitieux. Et par Je hasard, suis vous un voyez, je troisième. les ai installés suis un un troisième. troisième. Ah, vous auriez dû être à côté. Donc, je ne Mais lis pas. c'est agréable la superstition dans la vie. Pas beaucoup, on est Ah oui, oui. complètement fou, non. Mais un peu de superstition, C'est c'est indéfendable. très agréable. Et ça vous protège beaucoup. Et ça protège. Donc, je ne lis pas non plus. Allez. Parce que je ne veux pas que ça me porte la poisse. Ça fait 4 superstitieux. Vous non seriez responsable. Ah oui, oui. Du Non, alors prochain d'accord. malheur. Alors, il vous parle. Un mot pour terminer, peut-être. Quelques mots. Les mots gourmands dévoyés. Là, j'ai Ah, beaucoup ça, c'est ri. une chose que j'ai découverte, c'est extraordinaire. Presque tous les mots du manger, mais bon, ont tous été dévoyés d'une manière péjorative. Allez, on va prendre quelques exemples, Bernard. Par Allez-y. exemple. Navet. On avait un mauvais film. Salade. Salade, il est dans une salade épouvantable. Artichaut. Cœur d'artichaut, rien du tout. Asperge. Asperge, c'est une femme très très grande. Patate. C'est une patate. Non, mais il y a plein de trucs. Oui, oui. Pois chiche. Puis, En avoir un dans la il n'a tête. qu'un pois chiche, il a carotte, ça fait carotter, ça fait voler. C'est très joli, votre La idée. Ah oui, oui, très pomme, bon. être une pomme, c'est rien, c'est une pauvre pomme. Une poire, il était là. Un pigeon, un merlan, un maquereau. Il y a un antiracisme animal, mais il y a aussi un antiracisme végétal. Ah oui, et alors ça, je Vous me avez suis découvert ça. Et alors je me suis demandé, j'essaie de trouver une explication parce que c'est incroyable, tous ces mots qui ont été détournés d'une manière péjorative. Bravo, vous allez prendre le parti Et du alors, végétaux. J'ai pensé Des que c'était un effet quand même du fait que la gourmandise est un péché. Et que donc c'est un péché extrêmement agréable, mais voilà, il faut s'en punir. Alors on dévoie On Ouais. est gourmand, n'est Encore, pas un allez. mot péjoratif quand même. Non, Ah, la bon, gourmandise c'est un péché. Hein. Marc, Oui, Gilles Maroni, mais- quelques mots encore. Brebis. Elle est toujours égarée ou galeuse. Bah, attends, mais Hein les brebis, les moutons, un mouton, Ah oui, je les t'embrasse. poulets, c'est Bouc, les bouc, flics. bouc. Il est toujours émissaire. Pas mal. Les canards, c'est effrayant. Alors Et- oui, et comment- ça passe et des comment- légumes Oui, bien aux sûr. animaux. Oui, oui, aux Mais oui, animaux. Mais Le mot le pire, c'est tout de même, pour désigner quelqu'un qui est très abîmé psychiquement, un légume. Un légume. Un légume, oui, c'est Vous- vous- horrible. vous- Non, je c'est- l'aimais pas, celui-là. C'est et abominable. vous êtes C'est végétarienne en abominable. plus. Et on ne peut pas dire pire. On ne peut pas dire pire. oui. Mais vous avez assaisonné quelqu'un, vous voyez ce que ça veut dire. Oui. C'est- Vous ne voulez pas lire la prière, mais vous pouvez dire au moins par bonheur les mots gourmands qui échappent Alors, il y et a- qui sont très Oh, oui, mais poétiques. enfin, Les non, mais mots il y en a gourmands. quelques-uns, oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques mots gourmands qui échappent à tout ça. C'est-à-dire, être chocolat, c'est être dupé. Bonbon, c'est cher, c'est un coup de bonbon. Caramel, c'est un coup de poing, c'est un coup de boule. Une tarte, c'est une c'est la gifle. pâtisserie. Ça, c'est la brioche. Une brioche, c'est un Et puis petit il peu y a- de il y a quelques mots formidables. Alors, Mon alors, chou, par mon bonheur- lapin. Voilà, mon chou, Voilà. être aux petits oignons, c'est épatant, très bien. Effet bœuf, c'est puissant, efficace. Le blé, l'avoine, l'oseille, c'est de Donc il y a l'argent. quand même des mots qui se sauvent. Voilà, Ouais. il y a quelques mots. Et l'ourlet d'une jupe à ras le bonbon, pardon madame, flirte avec le clitoris. Voilà. Ouais. Ah ben oui, jupe Bon, à ras le alors, bonbon. pas de prière, mais continuez comme ça les uns Oui, les là, autres. je Et crois vous que aussi, étiez Bernard. sur la bonne voie. Voilà. Vous Non, avez il y a quelques mots qui Laissez échappent à quand vos même. enfants le soin de lire votre prière le moment venu. Et personne n'est pressé. Et le plus tard possible. Voilà. Le plus tard possible. Vous avez Et tous ne montré. non. Vous avez avez remarqué tous montré que nous voulions en vivre intarissable. longtemps. Absolument. Intarissable. Vous reviendrez. Vous avez tous montré que les personnalités de caractère et surtout les œuvres fortes peuvent traverser des années et des années, dans le meilleur des cas, des siècles, mais avec des hauts et des bas. C'est aussi une leçon pour aujourd'hui. Vos incantations, vos colères, la rigueur avec laquelle vous avez parlé d'un certain nombre de personnes et avec laquelle vous jugez votre époque sont utiles. Elles nous séduisent, elles nous invitent à bien remplir notre temps. J'aime bien cette dernière phrase, enfin cette phrase avec laquelle vous terminez, vous et Sylvie Roubaud, le livre sur Gratian. Ô vie, tu ne devrais pas commencer, mais une fois commencé, tu ne devrais pas finir.
C'est vrai ça, non? C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci Bernard Pivot. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Merci d'avance. Merci après. Beaucoup. Mille merci. Merci. À bientôt.